Bon alors, qu'est-ce qu'il commence à lire? Bah, on peut lire chacun notre tour. Vas-y. Le train s'arrête. Tout est calme encore. Les déportés de Compiègne dorment. Tout à coup, des cris, des jurons. Toutes les voix de l'enfer semblent hurler sur le toit du wagon. Vite, des têtes se lèvent, des corps s'agitent dans le noir. Eh les gars, vaut mieux se préparer, je crois qu'ils ouvrent les portes. Chacun en sursautant se réveille. La bouche a ce goût âcre et rêche à la fois du sommeil sans air. Partout, c'est un remue-ménage, un cafouillis sans borne. De la paille émane une odeur de pisse qui prend à la gorge. C'était quelques semaines auparavant. On découvrait le journal de Roger Schonavel. Il avait écrit à son retour de déportation. Fils de résistant communiste, il avait été déporté dans le camp de Sachsenhausen. Marc Tavernier, du service des archives, nous a demandé, à nous, membres de TV Bajo, l'atelier vidéo de Bagnolet, de partir sur les traces douloureuses de cet illustre bagnotais pour réaliser un film. Nous sommes dans l'avion. Nous nous rendons dans le camp où Roger Schonavel fut déporté. Sachsenhausen, banlieue de Berlin, commune d'Oranienburg. C'est la première fois que nous allons fouler la terre d'Allemagne, où on sait qu'on a rendez-vous avec l'histoire. La porte roule brutalement. Des crosses de fusil fouillent l'obscurité. Le froid surprend et mord au visage. Le quai est grouillant et ressemble à une vaste ruche à la rumeur effarouchée. Crosse dans les reins, des grappes humaines sont précipitées à terre. Los! Raus! Les commandements claquent, hargneux. Et comme un écho répond une plainte. Le convoi s'organise, 5 par 5, et en route. Premier pas sur le sol allemand, premier coup de crosse, et déjà nombreux sont les blessés. Des vieux, lamentablement, se traînent avec une lueur d'effroi dans les yeux. La plupart des déportés s'habillent encore en marchant, s'ingénient à boucler les paquets et les valises. Puis, tout étant relativement arrangé, il ne reste qu'à marcher et à chercher à se reconnaître. Ah, une plaque. Oranienburg. La longue colonne s'étire lamentablement. Les retardataires sont ramenés en vitesse, à grand renfort de coups de botte. Une patrouille SS passe, impeccable et rigide. Les hommes martèlent le sol de leurs lourdes bottes. En regardant les nouveaux arrivants, ils ont aux lèvres ce petit sourire supérieur de la race élue. Un mur gris, très haut, très long. Quelques miradors. Un virage brutal, et voici les habitations SS. De chaque côté d'une allée centrale partent plusieurs allées secondaires, entourant des jardins et des baraques vertes. Tout est propre. Nous sommes avec Monsieur Stanzel, un ancien détenu du camp de Sachsenhausen qui nous a emmené visiter le camp. Avec nous, il y a aussi le secrétaire général de l'amicale des anciens déportés, Uta, notre interprète, et les citoyens d'Oranienburg qui nous hébergent. Il y a même des journalistes de la presse locale. En préparant le voyage, nous avions déjà vu une photo de cette tour sur internet, et cela nous avait fait une impression bizarre. Cette tour représente les portes de l'enfer. C'est la frontière entre le monde libre et celui carcéral, tortionnaire et contraignant des SS. Passer la Toura, c'est entrer dans un monde où l'humanité n'existe plus. Comment M. Stanzel, qui a connu cet enfer, peut-il y revenir? Sur un portique en forme d'arc, des casques se meuvent. Un projecteur est braqué sur le convoi ainsi qu'une mitrailleuse. Les SS comptent et recomptent, et la porte est passée. So, das hier ist der Turm A. So genannt, weil alle Bewachungstürme mit Nummern versehen waren und infolgedessen
weil das der Eingang war, ist das der Turm A und zugleich das Verwaltungsgebäude für das Lager. Alle Häftlinge kamen durch dieses Tor und mussten hier an der Seite stehen. Quand tous les détenus arrivaient par cette entrée principale et devraient ensuite se tenir debout sur le côté. Mit dem Gesicht zum Gebäude. Le visage tourné vers le bâtiment. Und dort saßen die SS-Leute und suchten sich schon diejenigen aus, die ihm besonders missfielen. La place forme un demi-cercle, duquel partent les rayons de rangées de baraques à la masse confuse. Un jeune officier à l'allure insolente fait un bref discours. Un interprète traduit. Beaucoup de choses sont dites. Travail, propreté, honnêteté, poux, mort, crématorium. Tout cela danse dans les cervelles des gaz éberlués. Ah, voilà la fin. Ici, il n'y a qu'un moyen de sortir. Et de la main, l'interprète montre un point dans le camp. Là-bas, tout au fond, une grande cheminée fume. Das ist der Appellplatz. Toute cette place, on l'appelle la place Appel. Früh, Mittag und abends, später nur noch früh und abends, wurden die Häftlinge hier auf diesem Platz gezählt. Sie mussten barackenweise antreten und die SS-Leute, die dafür verantwortlich waren, die nahmen dann die Zählung vor. Und sonntags und sonnabends und sonntags wurde das zu einer besonderen Quälerei genutzt. Hier musste man stundenlang stehen. Hier sind viele am hier stehen gestorben. Und so ein Wetter, da kann man nicht stundenlang stehen, ohne dass man gesundheitlich Schaden nimmt. Das wurde die Lagerstraße genannt. Diese Straße. L'attente commence. Les semelles battent le sol durci par le froid. De ci, de là, des plaques de neige apparaissent. Depuis quelque temps déjà, les SS ont disparu. Mais les arrivants, dans l'expectative, et ne sachant que faire, attendent, en essayant de se réchauffer. Le vent souffle, les dos s'arrondissent et les têtes entrent dans les épaules. Bientôt, une queue se forme en direction d'un baraquement. À intervalles réguliers, une porte s'ouvre, happant un groupe et laissant échapper des nuages de vapeur blanche. Par groupe de 10, les déportés entrent dans une grande salle à la chaleur d'une serre. Des hommes enrayés fouillent, les vivres d'un côté, les effets de l'autre. Une plaque de chocolat tombe, un geste du propriétaire. Peine perdue, elle a déjà disparu. Plus loin, c'est un paquet de tabac. Même geste, même disparition. Le copain à qui appartient le tabac rouspète, il s'écroule, frappé d'un coup de poing. C'est un détenu qui a frappé. Des murmures de protestation s'élèvent, un appel bref et d'autres oreillers arrivent et sortent des matraques. C'est tout, l'incident est clos. Cette petite aventure permet de constater que tous ceux qui portent l'habit rayé ne sont pas pour autant dignes de confiance. Roger s'avance à son tour. Toutes ses affaires disparaissent. Les vivres, il ne sait trop où, et ses vêtements dans un grand sac en papier. On lui fait ouvrir la bouche. Non, il n'a pas de dents en or. Le sac s'en va vers une penderie. Pas de nom sur l'étiquette, un simple numéro. 58965. Cela suffit. Désormais, c'est tout son état civil. 5, 8, 9, 6, 5. Monsieur Stanzel nous explique que Sachsenhausen n'était pas un camp d'extermination,
mais de concentration, et qu'une bonne partie des détenus étaient emprisonnés pour raisons politiques et actes de résistance. Parmi eux, on trouvait un petit nombre de détenus juifs. À la lecture du récit de Roger Schonavel, on comprend les différents insignes qui permettaient de distinguer les détenus. En forme de triangle, ils étaient cousus sur les vestes. Le triangle rouge, celui de Roger Schonavel, désignait les déportés politiques, communistes, résistants. Le triangle vert était réservé au droit commun allemand qui était souvent choisi par les SS comme chef de bloc. Ich möchte nur sagen, im Lager, und zwar, das hat auch die SS so gesagt, man kam durch den Turm A, kam man ins Lager. Und durch die Station Z, Krematorium, da ging man nach Hause. Von hier aus, hatten wir vorhin gesagt, konnte man das Lager beobachten. Ne? Deswegen stehen die Wagen radial. Les SS ne laissaient aucune place au hasard, et l'organisation du camp s'en ressentait. Ils avaient nommé les différentes parties du camp par ordre alphabétique de A à Z. Après le long mur gris du récit de Schonavel, dans l'alphabet SS, le A représentait le début, la tour A étant l'entrée du camp, et la station Z, le four crématoire, était la fin. La frontière entre camps d'extermination et de concentration était très mince, voire inexistante, surtout vers la fin de la guerre. « 8 jours que Roger est à Sachsenhausen. C'est le matin. Les projecteurs éclairent d'une lumière blafarde le peuple des emprisonnés. Il a un petit sentiment de crainte. Plusieurs camarades sont morts déjà, tués par les coups et la dysenterie. Il y en a même un qui est sorti du bloc 17. Les travailleurs du crématoire l'ont emporté sur une civière. Il devait se raconter des histoires, parce qu'il riait. Ça laisse toujours une mauvaise impression de voir mourir un camarade. Et Roger pense que sa vie ne tient pas à grand-chose dans ce camp. En voyant cet homme, on s'imagine toutes ces choses qu'il a subies ici et qui ont dû lui être extrêmement traumatisantes. En voyant cet homme, dont le courage et la bravoure ont fait de lui une victime du système répressif nazi, on pense que c'est à des hommes tels que lui et Roger Schonavel que nous devons notre liberté aujourd'hui. Devant un tel homme sorti de l'histoire, nous avons peur de nous avancer et de poser certaines questions qui nous tenaient à cœur. Peur que la douleur revienne. Notre première journée s'achève à Sachsenhausen. Avant de laisser partir M. Stanzels, on lui pose une dernière question. Comment revient-on des camps? Also ich möchte sie so beantworten. Wenn ich ein jüdischer Geschäftsmann gewesen wäre, der dazu noch deutschnational ist und immer Deutscher war, und er erleidet plötzlich so ein Schicksal, dass er wegen seiner Rasse eingesperrt wird und gequält wird, der vergisst das nie und der ist geschockt für sein ganzes Leben. Wenn er nach Amerika gegangen ist, der will nie wieder nach Deutschland kommen. Der will nie wieder an diesen Ort. Der hat also ein ganz anderes Erlebnis. Ich habe gegen die Faschisten gekämpft. Ich bin Kämpfer gegen den Faschismus. Ich wusste, was mir passieren kann. Und ich habe in jeder Situation versucht, Widerstand zu leisten. Das ist im Kopf dann anders. Infolgedessen kann ich zu jeder Zeit hierher gehen. Ich bin mit diesen Problemen fertig geworden. Ich muss allerdings sagen, wenn ich abends einen KZ-Film sehe, dann kann ich nachts nicht schlafen. Vielleicht liegt das am Alter, ja? Das weiß ich nicht, aber das kann ich nicht mehr. Das ist das Einzige. Die andere Sache, wenn wir erzählen, dann sieht das oft so aus, als hätten wir, was kostet die Welt, wir sind die Tapfersten und so weiter. Das ist nicht der Fall. Ich habe immer Angst gehabt
vor den Dingen, die mir passieren können. Immer. Und mein Mut besteht darin, dass ich die Angst immer dann überwunden habe, wenn das notwendig war. Ja, ja. C'est le lendemain. Nos têtes sont pleines d'images terrifiantes. Une seule journée dans ce camp nous a suffi à comprendre l'atrocité où peuvent aller les hommes. Il est difficile de penser que l'on puisse survivre plus d'une journée dans ce camp. Et pourtant cela fut le quotidien de Roger Schonavel 1 an et demi durant. Midi arrive, coup de sifflet dans le hall, la soupe. Tout le monde sort et s'engouffre dans le bloc. Tout le monde pousse, tire, se bat. C'est une mêlée indescriptible. 3 petites patates plus ou moins noires, un quart et demi d'eau chaude avec une rondelle de rutabaga. C'est vite avalé. Pendant ce temps, dans le coin des caïds, chefs de bloc, de chambre, voraces baiteurs ou voraces tout court, les gamelles de 2 litres se remplissent. Le lendemain, des bruits circulent au travail. D'où viennent-ils? Très peu de monde le sait, mais on sent une direction intérieure bien organisée et décidée à agir. Que personne ne bouge quand le chef de bloc appellera au rab. On va essayer de faire distribuer la soupe équitablement. À midi, le hall se vide tranquillement. Pas de bousculade. On sent qu'une grande chose va se passer. Tout le monde est servi. Au rab! Silence. Personne ne bouge. Quelques remous bien vite calmés, car partout des hommes veillent et font rasseoir ceux qui sont tentés. Les vers sont suffoqués, ils n'ont jamais vu cela. Au rab! Alors, un homme se lève, demande l'interprète et fièrement marche au chef de bloc. Il parle. Il serait plus facile de nous assigner une place à table, de la garder. Pour le rab, c'est simple. Le chef de bloc le distribuerait table par table et à tour de rôle. Aussi, plus de pagaille. « Was ist das ?» demande le chef de bloc. L'interprète traduit. Avec un rugissement de fauve, le chef se précipite sur le camarade et le roue de coups. Mais là encore, il donne à tous une leçon. Il garde la tête haute et les yeux fixés droit dans les yeux de son bourreau. C'est un communiste. Roger devait l'apprendre plus tard. Einer dieser Flügel war gedacht für 75 Menschen. Ja? Also wenn man sich vorstellt, hier sitzen 75 Menschen, dann hat jeder einen Sitzplatz. Es ist vermutlich sehr laut, ja? Weil also 75 Menschen, die essen zum Beispiel. Und es gibt dann eben den Schlafraum. Der durfte aber nur nachts betreten werden zum Schlafen. Ja? Ab 1941 waren vor allem in diesem Bereich des Lagers, in dem kleinen Lager, waren die Baracken sehr überfüllt. Das heißt, es waren hier in diesem Teil der Baracke 200, 250 Menschen. Des touristes visitent le camp. Comme nous, on vient se recueillir, voir, constater l'incroyable. Le récit de Roger Schonavel n'est qu'un de ceux tous poignants que nous avons lus sur la Seconde Guerre mondiale. Mais venir ici, c'est une expérience unique. Nous avons l'impression de marcher parmi les fantômes. Là, un homme est tombé. Là, un corps était pendu. Les semaines tombent, jour après jour. Des semaines toujours semblables et qui ne sont jamais les mêmes. Souffrance après souffrance, le malheur est une tâche qu'il faut affronter chaque jour. Le courage est une école. Pas de favoritisme. L'examen est sévère. L'examinateur, une conscience. Les résultats affichés dans une pièce sabotée. Un homme avili au rang d'une bête ou une cheminée qui fume.
Si on a la ville de Oranienburg ici et Sachsenhausen par ici, et Lenitz est là. Et c'est de l'autre côté de la ville, il y a Eden, Germendorf et l'autoroute par laquelle nous sommes venus de Berlin. Et les usines Henkel étaient ici, à l'ouest de la ville de Oranienburg. Mais c'est donc quand même à 4-5 km. Mais si vous le souhaitez, on peut tout à fait, avec les voitures, y passer. Pour la première fois, il sent la déchéance de travailler pour l'ennemi, de contribuer à l'œuvre, aux avions qui iront tuer à Londres, Paris ou Moscou. Pour la première fois depuis 3 mois, il se rend compte qu'il forge lui-même les armes de son martyre, qu'il aide le Boche à asservir et à tuer. Et ça lui devient une douleur immense qui remplace toutes les autres. Alors de plus en plus il tire au flanc. La lime d'outil devient support et ne glisse que lorsqu'un civil ou un vorace le regarde. Un vorace passe, il lime comme un sourd. Il est parti, calme plat. Il apprend encore une chose très importante. Être toujours occupé et ne jamais rien faire. C'est très difficile parfois. Là, on se trouve sur l'ancien terrain des usines Henkel. Ce que nous voyons ici a été construit seulement là, ces 2-3 dernières années. Par contre, les usines Henkel ont été construites à l'époque par les détenus qui venaient du camp de Sachsenhausen à pied jusqu'ici. Je crois qu'il y a facilement 7 km à faire à pied entre Sachsenhausen et ici. Partout où il est, dans toutes les circonstances, un communiste doit être organisé et agir. Il y a des communistes dans le camp, donc il y a une organisation. Il faut la trouver. Un jour, Roger surprend Jean dans la cabine avant d'un zinc. De là, il voit tout ce qui se passe à l'extérieur sans qu'on puisse se rendre compte de ce qu'il fait. Jean écrit. De nombreuses feuilles de papier sont à côté de lui. « Bonjour, petit Jean, qu'écris-tu » ? « Bonjour. Pas grand-chose. Je recopie le communiqué en plusieurs exemplaires. Tiens, lis-le. » C'est le communiqué allemand, mais il est clandestin car les SS veulent laisser les détenus dans l'ignorance des événements. À travers les lignes sèches du communiqué, Petit Jean fait apparaître des perspectives. À travers les replis stratégiques de l'armée allemande à Stalingrad, il entrevoit l'offensive des armées soviétiques. Les rôles sont inversés, Roger. C'est nous qui avons l'offensive. Eux, ils se défendent maintenant. Il faut un peu de patience, et d'ici peu nous en sortirons. Ne reste pas longtemps avec moi. Une deuxième question, petit Jean. Demain, si tu veux, je t'aiderai. Je pourrais t'en copier 1 ou 2. Le moment est arrivé. Toutes ces recherches d'1 mois doivent aboutir. Petit Jean a-t-il confiance en lui ? Il le regarde droit dans les yeux. D'accord. Viens demain à la même heure. Merci. Alors que nous quittons le camp et l'Allemagne, nous nous rendons compte que notre appréhension envers le peuple allemand n'était pas justifiée. Pour nous, ils étaient responsables des 2 guerres mondiales et des atrocités nazies. Mais après notre voyage, cette vision a complètement changé. Maintenant, nous pensons que le peuple allemand est en fait un peuple meurtri, victime des guerres, du nazisme, victime de la confrontation Est-Ouest qui a vu l'Allemagne séparée en 2, des familles brisées, des hommes privés de leur liberté. À la rencontre d'Allemands comme Uta, notre interprète, et nos familles d'accueil, on a appris qu'aujourd'hui, il faut qu'on profite au maximum de notre liberté. Car des hommes comme Rocher-sur-Navel et des milliers de résistants se sont battus pour cela. Profiter aujourd'hui de notre liberté et être conscient de ceux à qui on la doit serait un moindre hommage pour ces hommes tombés pour cette cause. Les SS croient avoir abattu, amoindri ceux qu'ils tiennent dans leurs barbelés. Mais déjà ils sentent que dans le camp tout ne va pas pour le mieux. Ils sentent la résistance. Elle est là comme en France, comme dans tous les pays occupés. Elle lutte contre le Boche. Elle lutte pour améliorer le sort des détenus. Elle lutte pour hâter l'heure de la libération. Ici, comme en France,
Comme dans tous les pays occupés, des hommes lucides, des hommes droits, n'acceptent pas la défaite et l'abjection, et agissent.